Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La feuille de route écologique du gouvernement, véhicules propres, sortie du diesel, fin des aides pour le charbon. L'exécutif promet aussi une action volontariste contre les insecticides au niveau européen, alors que le Sénat a rejeté cet après-midi une résolution réclamant un moratoire sur les pesticides responsables de la mort des abeilles. Une proposition de loi examinée au Sénat pour autoriser l'usage contrôlé du cannabis. C'est la première fois que le Parlement se saisit de cette question. Le texte a été rejeté en commission. Pour son auteur, il s'agit avant tout d'entamer un processus de sensibilisation. Le détail dans ce journal. À la veille de la 5e conférence de presse de François Hollande, la parole présidentielle a-t-elle retrouvé sa crédibilité après les attentats? Décryptage dans un instant. Après la conférence environnementale de novembre 2014, le gouvernement a donc présenté sa feuille de route écologique ce matin. Un texte globalement bien accueilli par les ONG, alors que le projet de loi sur la transition énergétique arrive au Sénat la semaine prochaine. Pauline Dame. Dans le viseur du gouvernement, la pollution automobile et cette mesure phare annoncée par Manuel Valls, le retour avant l'été de la pastille verte. Apposée sur le pare-brise, elle doit permettre d'identifier les voitures propres qui seront alors autorisées à rouler lors des pics de pollution ou circuler dans les voies de bus. Parallèlement, 10 000 € seront offerts pour l'achat d'une voiture électrique en remplacement d'un vieux véhicule diesel. Un bonus opérationnel dès le mois d'avril. Il nous faut sortir progressivement du réflexe tout diesel et cette mesure est un pas important dans cette direction. À retenir aussi la fin des aides financières accordées aux entreprises produisant des centrales à charbon destinées à l'exportation, mais non conformes aux normes anti-pollution. En revanche, pas d'expérimentation de l'écotaxe dans les régions volontaires comme l'Alsace ou la Lorraine. Au total, pas moins de 73 mesures. Une feuille de route bien accueillie par les ONG, mais qui réclame toutefois un calendrier plus précis. C'est une belle feuille de route avec beaucoup d'engagements concrets. Sur l'ensemble des thématiques, on a été rassuré ce matin, c'est bien la fin des subventions et de toutes les aides financières aux centrales à charbon. Mais on a encore une petite incertitude sur le calendrier. Manuel Valls a dit que le ministère de l'écologie allait nous détailler ça dans les prochains jours. On sera très attentifs. Même attente pour le président de France Nature Environnement. Bon, il y a des éléments positifs, je citerai là-dessus peut-être la pastille verte, mais beaucoup de verbes sont au futur, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de politique de moyens clairement énoncée, donc les éléments concrets sont à nos yeux encore insuffisants. De nouvelles initiatives environnementales, un projet de loi sur la transition énergétique, le tout pour verdir la politique du gouvernement avant la grande conférence de Paris sur le climat. Et on débattra avec nos invités de ces annonces dans 24 heures Sénat, le débat. La tournée européenne d'Alexis Tsipras s'est poursuivie aujourd'hui avec une rencontre à l'Elysée entre le nouvel homme fort de la Grèce et François Hollande. Objectif, demander aux partenaires européens de desserrer l'étau de la dette. Louis Sibyl. Fini la campagne électorale, le ton n'est plus le même. Alexis Tsipras ne tempête plus contre les technocrates européens. Le maître mot pour alléger le fardeau de la dette grecque, c'est la négociation. Le Premier ministre grec se veut réaliste. La dette doit être viable, doit devenir viable. C'est quelque chose dont on discute. L'avenir européen est notre avenir commun et nous devons sortir de cette crise qui s'auto-alimente. François Hollande a rappelé les engagements pris par l'État grec, mais reste ouvert à des solutions. Ça, c'est l'objectif, trouver un accord. C'est-à-dire de définir un cadre économique financier contractuel entre l'Europe et la Grèce. Et c'est ce à quoi la France a dit sa disponibilité. Rome, Paris, Bruxelles, c'est un marathon diplomatique auquel se livre Alexis Tsipras depuis le début de la semaine. Une opération séduction. Je promets, je porterai une cravate quand nous aurons trouvé une solution commune et viable pour l'Europe. Très peu d'annonces pour l'instant, tout se joue en coulisses, comme ici dans les bureaux de la BCE. Objectif, obtenir de l'argent, des liquidités. Une des pistes, indexer le remboursement de la dette à la croissance du pays. Celle-ci s'envole au-dessus des 300 milliards d'euros. La Grèce doit par exemple 40 milliards d'euros à la France.
Il y a noté demain la rencontre entre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui se rend à Bruxelles pour évoquer, entre autres, le plan d'investissement de la Commission, mais aussi les moyens de renforcer la lutte contre le terrorisme. Le président du Sénat qui souhaite également rappeler l'association nécessaire des parlements nationaux au processus de décision au sein de l'UE. 5e grande conférence de presse demain de François Hollande. Il devrait faire des annonces sur la banlieue, l'emploi, le dialogue social ou encore l'école. Mais le chef de l'État sort-il renforcé par la séquence post-attentat? Élément de réponse avec Quentin Calmet. Ce message de l'Elysée est passé presque inaperçu. La photo de la manifestation du 11 janvier posée juste derrière le président de la République dans son bureau. Cette image où les leaders de nombreux pays marchent avec François Hollande. À cet instant, il est le symbole du refus de plier face au terrorisme. Il a gagné en fierté, je crois, vis-à-vis des Français qui, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont fiers du comportement de leur président, aussi bien au plan national, au plan moral qu'au plan international, où il a aussi réussi à fédérer autour du droit d'expression la quasi-totalité de l'échiquier mondial. Le président gagne des points dans tous les sondages de popularité. Sa gestion de la crise est saluée unanimement. Un esprit d'union nationale sur lequel il faut maintenant capitaliser. C'est vrai qu'il y a cet esprit du 11 janvier qui entoure Hollande et il s'est présidentialisé, il a pris de la hauteur. Il est enfin au bon niveau, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis. François Hollande, il est bien quand il se tait, quand il a des gestes, quand il prend Patrice Pelloux dans ses bras, quand il fait des gestes comme ça fait l'ouverture de tous les JT, ça lui fait gagner des points et ça pèse. Dès qu'il prend la parole, là on n'entend plus rien, on entend un filet d'eau tiède et il perd du capital, perd des points. C'est tout l'enjeu de cette conférence de presse, continuer à incarner une France debout alors qu'aucune embellie n'est en vue sur le front économique. Il ne connecte pas avec les Français parce que les Français ne ressentent pas ni là où il veut amener le pays, ni, je dirais, d'un certain point de vue émotionnellement, ce qu'il dit. Et la tâche s'annonce compliquée. Une seule certitude, après des dizaines de discours prononcés ces dernières semaines, le président de la République est surentraîné. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors cette grande conférence de presse semestrielle aura donc lieu demain dans un contexte beaucoup plus favorable pour le chef de l'État, Mickaël. Ouais, c'est le 5e du genre et évidemment, contexte beaucoup plus favorable pour François Hollande, on l'a expliqué pourquoi. Petit retour en arrière, 2012, tournant de la rigueur. 2013, l'affaire Cahuzac. 2014, l'affaire Julie Gaillet et les croissants. 2015, pas d'affaire. Par contre, une tragédie plutôt bien gérée aux yeux des Français qui lui permet évidemment de retrouver la faveur des sondages. À leur objectif, demain, capitaliser. François Hollande, garant de l'unité nationale, François Hollande, conscient des attentes des Français. Voilà comment François Hollande va se positionner demain. Alors, quelles vont être les annonces, Mickaël? Tout d'abord l'école, parce que l'accent a été mis sur ce point depuis des semaines. L'apprentissage du français, l'accent sera mis sur la laïcité. On a beaucoup parlé du service civique. Il ne sera pas obligatoire, c'est ce que devra annoncer le chef de l'État demain. Par contre, il sera étendu. Il sera aussi question de cette réserve républicaine. Jusque-là, c'était appliqué aux militaires. Il sera étendu au service public. Annonce en matière de politique de la ville. Coup de pouce financier pour les créateurs d'entreprises des banlieues et l'accent sera mis également sur la mixité sociale. Alors vous le voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça va dans le sens de ce que veulent les Français, ce besoin de cohésion dans le climat que l'on connaît bien sûr. Un mot également sur la forme peut-être de cette conférence de presse avec des nouveautés. Changement d'horaire, ça va démarrer à 11 h. Ça permet aux journalistes de mieux traiter cette conférence de presse tout au long de la journée, tout au long de la soirée. Alors, évidemment, il y aura un petit problème d'audience, certainement, mais là, au moins, on n'aura pas de comparaison à faire avec les autres années, parce que c'était l'après-midi. Commencera aussi, et là aussi, c'est un changement, pas répondre aux questions sur l'international pendant 45 minutes, le national pendant 1 heure, vous voyez, ça nous amène à peu près à 2 heures de conférence de presse. On nous promet, et c'est ce qu'on m'a dit à l'Élysée, son propos liminaire devrait durer 10 minutes et non plus 30 minutes. Je vous dirai demain soir s'il a tenu cette promesse. Oui, et vous pourrez suivre d'ailleurs cette conférence en direct demain matin sur les chaînes parlementaires. Regardez, Mickaël, on a posé la question à notre partenaire de l'Obs.com, conférence de presse. La parole présidentielle a-t-elle retrouvé de la crédibilité? Les internautes ont répondu non à 62%, oui à 35% sur 305 votants. À demain. On verra demain, merci. Le plan Vigipirate va passer au niveau alerte attentat dans les Alpes-Maritimes comme en Ile-de-France, annonce du Premier ministre Manuel Valls au lendemain de l'agression à l'arme blanche de 3 militaires chargés d'assurer la sécurité d'un centre communautaire juif à Nice.
Et on ouvre à présent notre page consacrée à l'actualité du Sénat avec la Commission de la Culture qui a consacré une journée de travail à l'avenir de l'audiovisuel public dans un contexte budgétaire restreint et un univers de plus en plus concurrentiel. Samia Déchir. C'était jusqu'ici le roi de l'image. Désormais, notre poste de télévision est concurrencé par l'ordinateur, les smartphones et autres tablettes. Un univers bien plus concurrentiel dans lequel la télévision publique doit trouver sa place. Pour prendre ce virage numérique, il faut des moyens et la France semble à la traîne. Si on regarde le coût des services publics audiovisuels européens, radio et télé, on voit que la France dépense relativement peu comparé à des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est plus de 9 milliards d'euros par an, le Royaume-Uni, plus de 7 milliards d'euros par an, et la France, seulement 3,7 milliards d'euros par an. En France, la redevance audiovisuelle est payée par ceux qui déclarent posséder une télévision. Certains proposent donc d'étendre cette redevance à tous les écrans, y compris les tablettes ou smartphones. Nous réfléchissons à ces questions et nous lançons pour ce faire une mission d'information et de contrôle conjointement avec la Commission des finances. Jean-Pierre Leleu et André Gattolin, ses collègues, vont travailler en observant aussi ce qui se fait en Europe et dans le monde, à proposer quels sont les financements adaptés à l'ère du numérique pour l'audiovisuel public. En Suède, la redevance s'applique déjà à toutes les formes d'écrans. Des écrans dont le nombre devrait quadrupler en Europe entre 2009 et 2020. Je vous lisais en titre la proposition de résolution des sénateurs écologistes sur un moratoire pour les pesticides tenus responsables de la mort des abeilles n'a pas été adoptée au Sénat. Joël Labbé, sénateur Europe Écologie du Morbihan, à l'initiative de ce texte, a d'ailleurs souhaité manifester son mécontentement, vous le voyez sur ces images, contre le refus d'organiser un scrutin public. Il a enlevé sa cravate dans l'hémicycle, ce qui est interdit par le protocole du Sénat. Le Sénat examine d'ailleurs en ce moment même, en séance publique, un autre texte sur l'usage contrôlé du cannabis. Il s'agit du premier texte arrivé au Parlement sur cette question. Objectif, autoriser la vente au détail de produits à base de cannabis via un réseau de débitants agréés, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour le tabac. Le détail avec Sophie Normand-Couturier. Chaque année en France, plus de 13 millions de personnes expérimentent le cannabis. 1 à 2 millions sont des consommateurs réguliers, malgré l'une des législations les plus dures d'Europe. Face à l'échec d'une politique répressive, faut-il alors légaliser sa consommation? C'est ce que propose la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Nous sommes dans la frilosité en se disant « Ah non, c'est du laxisme ». Le laxisme, c'est de ne pas parler, de laisser les mineurs fumer, de ne pas faire de la prévention à l'intérieur de l'école, à l'extérieur de l'école, de ne pas faire à la télé, de ne pas accompagner les addictés. Sa proposition de loi, autoriser la vente de cannabis en passant par l'intermédiaire de débitants, comme c'est le cas pour le tabac, tout en interdisant la publicité et la vente aux mineurs. Un usage contrôlé qui risquerait, selon certains, de favoriser la consommation de cannabis. Une critique balayée d'un revers de la main par les spécialistes. L'interdit ne fonctionne plus. C'est-à-dire que un des échecs de la loi de prohibition dans laquelle on est, c'est qu'effectivement, le fait de fumer du cannabis n'est plus la transgression d'un interdit. Quand on voit que chaque année, il y a à peu près 16 millions de Français qui fument du cannabis, on peut se dire qu'en termes de banalisation, c'est quand même largement fait. Autre avantage mis en avant par ses défenseurs, légaliser le cannabis pourrait rapporter près de 2 millions d'euros par an et endiguer le trafic et la violence dans les zones sinistrées économiquement. Une peine de 30 000 € d'amende qui peut se transformer en emprisonnement si elle n'est pas acquittée. C'est ce qui a été requis contre Dieudonné. Le polémiste était poursuivi pour apologie du terrorisme pour son message posté sur Facebook et dans lequel il écrivait « Je me sens Charlie Koulibaly ». 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à cette feuille de route écologique présentée ce matin par le gouvernement avec nos invités ce soir sur ce plateau. Aline Archimbaud, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Hervé Maurey, bonsoir. Vous êtes le sénateur UDU, c'est de l'air. Vous êtes le président de la Commission du développement durable ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Avec nous également Michèle Rivasi, bonsoir, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Et enfin Jean-Claude Lenoir, sénateur UMP
UMP de l'Orne. Merci d'être avec nous. Et président de la Commission des Affaires économiques du Sénat. De la Commission des Affaires économiques, vous avez bien fait de le rappeler. Aline Archimbaud, je me souviens, je vous avais reçu lorsqu'Anne Hidalgo avait déclaré son intention d'interdire progressivement le diesel à Paris. De nouvelles mesures pour des véhicules propres et pour une sortie du diesel ont été annoncées aujourd'hui. Comment qualifiez-vous ces mesures? Elles sont une bonne nouvelle ou est-ce qu'on peut parler de mesurettes? C'est une bonne nouvelle, sous réserve bien sûr que les actes suivent, c'est-à-dire qu'on ait effectivement que la ministre ait effectivement les fonds nécessaires pour verser les encouragements qu'elle a annoncés. C'est une bonne mesure dans la mesure où les primes qui sont annoncées sont des primes pour aider les propriétaires des vieux véhicules diesel, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, notamment ceux qui ont plus de 13 ans, qui sont les plus polluants, à condition qu'ils achètent un véhicule plus propre, à acheter ce véhicule. Donc c'est positif. Maintenant, il y a bien d'autres mesures à prendre. Mais en effet, c'est intéressant, notamment la mesure, si j'ai bien compris, qui annonce une prime pour les familles qui ne paient pas d'impôts, donc qui sont des familles très modestes, qui sont souvent celles qui ont gardé des vieux véhicules diesel parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter autre chose et qui, comme les autres, sont victimes de la pollution. Voilà. Et on a quand même, sur cette question des particules fines, des décisions urgentes à prendre. Nous l'avions dit, 42 000 morts prématurées par an pour les particules fines en général, des particules fines qui sont cancérogènes, c'est l'OMS qui le dit. Voilà, donc ce sont des premières mesures encourageantes. Mais bien sûr, on espère que les actes vont suivre les annonces et qu'on va... On va y venir dans un instant. Hervé Maurey, une réaction peut-être à toutes ces mesures présentées pour lutter contre la pollution? Est-ce que ça met la France dans de bonnes dispositions, en bonne voie pour accueillir la conférence climat en décembre prochain? Toutes ces mesures, je trouve que c'est un grand mot, parce que finalement ce qui a été annoncé était déjà prévu. La prime en faveur des véhicules électriques, c'est quelque chose qui est inscrit dans son principe dans le projet de loi de transition énergétique que l'on va commencer à examiner la semaine prochaine. Le fait que l'on mette en place des pastilles pour identifier les véhicules qui sont propres et ceux qui ne le sont pas, la commission du développement durable l'a inscrit en commission dans le projet de loi qu'on examinera la semaine prochaine. Donc je ne vois pas des mesures tout à fait nouvelles ni extraordinaires. En plus, après, il faut, comme le disait Mme Archimbaud elle-même, il faut avoir les financements. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il est important de s'engager de manière concrète et résolue vers cette transition énergétique dont on a besoin. Vous rappeliez que l'on aura à Paris la conférence climat à la fin de l'année, qu'il y a des enjeux fondamentaux qui sont liés au dérèglement climatique, qui ne sont pas encore bien mesurés par l'ensemble de nos concitoyens, mais il faut absolument, et c'est l'objet du projet de loi qu'on examine la semaine prochaine, qu'il y ait des mesures fortes pour essayer que nous évitions un réchauffement climatique supérieur à 2 degrés. Parce que comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU à plusieurs reprises, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Michel Rivasi, j'imagine que vous êtes pour une fois peut-être d'accord avec ce que vient de dire Hervé Maurey. Vous parlez de mesures plutôt gadgets, de maigres avancées. Je suis très critique parce que je trouve que ce n'est pas la dimension des enjeux. On parle que des voitures, rien sur le fret, rien sur les transports routiers. On parle de la pollution de l'air qui entraîne... Quand même, il y a beaucoup plus de décès dû à la pollution de l'air que même vis-à-vis du tabac. Donc c'est vraiment un problème sanitaire énorme. Après, moi j'ai été très déçue sur la question des pesticides. Regardez, moi j'ai regardé le Grenelle 2007. On disait il faut réduire de 50% les pesticides d'ici 2018. Regardez, on est près de 2018 et on a augmenté, si vous voulez, le fait de mettre des pesticides dans les champs. Et après on nous dit ah non mais c'est 25% en 2020. Et puis, aujourd'hui même, il y avait le problème des néonicotinoïdes. Oui, examiné au Sénat, le Sénat a dit non à la proposition de résolution des écologistes. Le Sénat a dit non, et notre ministre de l'Agriculture a dit non. Mais enfin, on est où? Et sur le plan européen, alors, si vous voulez, moi je vous dis un peu tous les débats qui se font sur le plan européen, il faut absolument supprimer ces espèces de pesticides qui tuent toutes nos abeilles. Et nous, alors, on dit, pour moi, c'est que du blabla. Vraiment, je suis... vraiment remonter contre ça parce que je me dis, il y a le réchauffement, on dit la COP 21 en décembre, on va être exemplaire. Mais regardons, depuis 1 an, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas augmenté le fret, on nous fait un Lyon-Turin alors qu'on a un tunnel, le Mont-Cenis, qui est utilisé même pas à 20%. Après, on voit tous ces camions sur les routes avec la pollution, on ne fait rien sur le fret pour pousser à ce que des containers passent au niveau du rail. Sur la santé, alors il y a quelques petites choses qui sont pas mal, c'est les perturbateurs endocriniens, parce que c'est un vrai problème sanitaire, mais franchement, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et sur Sivens, on nous a dit, on va faire un débat démocratique, on va faire des référendums
référendum. Et on nous dit, on va faire une commission. Vous savez, on va faire une commission pour essayer de réfléchir. Non, mais on se moque de qui? Jean-Claude Mémard, que dit le président de la Commission des affaires économiques? Comment réagit-il à ces annonces? Alors j'entends d'abord un réquisitoire extrêmement sévère qui vient de Michel Rivasi contre la politique actuelle du gouvernement. Pour revenir au sujet qui nous réunit ce soir, je suis d'accord avec Hervé Maurey. Les mesures annoncées sont des mesures qui étaient connues. Vraiment, ça s'appelle plutôt des mesurettes. La pastille verte, c'est une question d'affichage un peu. C'était Dominique Voynet qui l'a mis en place. Ça existait déjà, ça a été abandonné pour faute d'efficacité. Franchement, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Bon, il y a des défis que nous devons relever. Je rappelle une chose, c'est que les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre doivent d'abord au bâtiment, ensuite à hauteur de 40%, au transport à hauteur de 30%. Donc, la mesure de ces défis doit être prise en compte. Nous devons absolument nous attaquer, et c'est ce que nous efforçons de faire à travers la loi de transition énergétique qui sera discutée la semaine prochaine au Sénat, d'apporter des réponses importantes. Vous allez voir, parce que là, le Sénat, je parle évidemment de ma commission, mais Hervé Maurey pourrait dire exactement la même chose, s'est efforcé depuis le début de s'inscrire dans une démarche positive et constructive. Nous sommes des pragmatiques, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de dispositions qui vont dans le bon sens ont été adoptées, elles ont été enrichies et nous espérons que l'Assemblée nationale nous suivra. Alors, il est vrai qu'il y a des sujets qui nous opposent. Nous avons néanmoins un texte, je crois, équilibré, qui est à la mesure des vrais enjeux pour la France, des enjeux en termes de climat et notamment pour ce qui concerne la production d'électricité. Bon. Voilà. Mais ne réduisons pas le débat à la production d'électricité. Avec quand même cette question du nucléaire, il faut l'expliquer pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi le vote je vais quand même vous dire au départ. Objectif non réaliste à destination au départ, c'était un projet de loi inspiré par des idéologues et qui était un projet de loi essentiellement électrique. Or, l'électricité ne représente qu'un quart de la consommation d'énergie primaire. Nous avons aujourd'hui un texte qui sort de nos deux commissions, qui est un texte équilibré sur lequel il y a eu des débats. C'est un texte équilibré qui va être examiné sur lequel on peut se mettre d'accord avec les députés. L'enjeu, c'est qu'on n'ait pas simplement un projet de loi qui affirme les objectifs généraux. Nous, en tout cas notre groupe écologiste, veillera à ce que, au-delà des objectifs généraux, on ait un certain nombre de décisions opérationnelles qui puissent être mises en œuvre très vite, à condition évidemment qu'ensuite ça suive et qu'on n'ait pas la situation qu'on a trop souvent en France de lois qui sont votées, qui ne sont pas appliquées. Et j'espère qu'on n'attendra pas des années les décrets d'application si on arrive à des votes sur des procédures concrètes, opérationnelles, que ça change réellement de la réalité. Si c'est pour voter des grands principes, si vous voulez, on va lasser tout le monde. Et je pense qu'on va désespérer définitivement nos concitoyens. Moi, les mesures qu'on a évoquées tout à l'heure contre les particules fines, elles ne sont pas évidemment mirobolantes, mais enfin, si réellement elles se traduisent dans les actes, si réellement en avril, puisque la ministre a annoncé qu'en avril, les premières primes de 10 000 € là, pour l'achat de véhicules plus propres, si on se débarrasse d'un vieux diesel qui a plus de 13 ans, si réellement il y a l'argent qui est là, je dis que c'est mieux que l'affirmation répétée de grands principes qui sont justes en général, mais qui ne change rien dans la vie des gens. Et comme le disait Michel Rivasi, il faut qu'on avance, quoi. Finalement, pour aller plus vite, il vaut mieux passer par des annonces, l'un des enjeux du débat. Ou un vote du Parlement sur un texte sur la transition énergétique. Les deux. Moi, si les annonces sont suivies des faits, tant mieux. Et si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un projet de loi qui réellement aura des dispositions, encore une fois, opérationnelles, concrètes, avec des calendriers, des chiffres, et dont on pourra vraiment surveiller la mise en œuvre, moi, nous serons Hervé Maurey. Non, mais je voudrais quand même dire que ce projet de loi, par définition, il émane du gouvernement et pas de la majorité sénatoriale. On l'a reçu tel qu'il venait de l'Assemblée nationale. Un certain nombre d'observateurs se sont dit « Oh là là, ce Sénat de droite va rejeter ce texte ». Et c'est absolument pas la démarche que nous avons voulu suivre à la Commission de l'économie ou à la Commission du développement durable. On a voulu le prendre avec beaucoup de pragmatisme. D'abord, on considère qu'il s'inscrit dans le prolongement des différents Grenelles de l'environnement. C'est un peu un Grenelle 3. Et on a voulu
voulu le prendre en essayant de l'améliorer, pour qu'il soit plus concret, plus pragmatique, pour essayer d'enlever des contraintes inutiles quand on voulait en imposer, pour essayer de le rendre plus opérationnel, plus précis. Je vais prendre un ou deux exemples pour illustrer. Vous parlez de contraintes inutiles, vous faites référence à quoi, Hervé Moret, par exemple? Je vais vous prendre un exemple. À l'Assemblée nationale, on avait décidé que la maroquinerie, et notamment la maroquinerie de luxe, devait être considérée comme un déchet dans la filière textile. Évidemment, c'était très mauvais pour notre industrie de la maroquinerie, qui est tout à fait exemplaire et pilote et à l'international reconnue. On l'a retiré. En revanche, on étend les obligations de recyclage en matière de papier à la presse, dès lors que c'est pas de la presse générale, de la presse, voilà. Mais quand c'est des magazines luxueux, je ne vois pas au nom de quoi aujourd'hui ils ne seraient pas intégrés dans cette filière de retraitement pour justement améliorer la filière. Bon, voilà, c'est concret. Autre exemple concret, on a maintenu l'interdiction des sacs plastiques à horizon 2016, ça, c'est une directive européenne. Mais on a supprimé l'interdiction d'utiliser des couverts en plastique pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Et en revanche, on instaure une obligation de tri à la source. Alors, parce que c'est bien beau de dire on ne sert plus de couverts en plastique, des mesures de bon sens qui ont été votées par les sénateurs en commission. Écoutez, pour moi, c'est bien, sauf qu'on aurait pu éliminer le plastique, hein, parce que dans le plastique, il y a souvent des perturbateurs endocriniens, d'ailleurs. Mais si on supprime les couverts en plastique, on les remplace par quoi? Je trouve que le problème... Les couverts en plastique, si on les supprime. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc en attendant qu'il y ait une filière, on instaure le tri à la source. Oui, mais si vous voulez... Il faudrait faire contrat en disant, voilà, vous avez 2 ans pour trouver une alternative. Regardez ce qu'on a fait sur le bisphénol. Et d'ailleurs, la France, là, j'avoue, chapeau, parce que ça booste l'Europe. Vous voyez, à des moments, c'est l'Europe sur les sacs plastiques, et là, c'est la France qui veut supprimer. 2015, on a dit aux industriels, vous avez quelques années pour trouver des molécules de substitution. Ils les ont trouvées. Si chaque fois vous dites « Ah, mais on n'a pas la substitution, donc on ne le fait pas ». Mais le problème majeur, en fait, c'est que vous voyez, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune fiscalité. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de changer le comportement des industriels. Sur l'automobile, moi... Elle nous dit, écoutez, j'aurai 10 000 € si jamais je change mon vieux diesel. Moi, ça fait 5 ans que j'ai acheté une voiture hybride. Mais je voulais une voiture hybride essence. Quand je regarde sur le marché français, qu'est-ce que j'ai? J'ai Peugeot qui me fait une hybride diesel. Mais on n'est pas d'accord avec le diesel. Et ça montre bien que... Parce que les diesels nouvelle génération... Mais quand même... Non, mais Michel Rivasi... J'aurais aimé que Michel Rivasi pose un vrai problème qui est celui du financement. Car en fait, ce texte est un texte sur lequel on peut avoir un avis largement favorable, largement positif. Le problème, c'est de savoir comment on va pouvoir tout financer. J'ai parlé tout à l'heure du bâtiment, qui est un sujet que ma commission a beaucoup examiné. Et c'est vrai qu'il faut rénover les bâtiments, qu'il faut les isoler, qu'il faut améliorer les performances dans le domaine de l'énergie. Mais avec quels moyens? Là, on n'a rien. En revanche, dès qu'on parle argent, c'est plutôt d'un point de vue répressif. D'ailleurs, la ministre a, de ce point de vue-là, une position que nous approuvons. Elle n'est pas pour la répression. Mais en revanche, pour tout ce qui concerne les mesures qu'il faut développer, tout ce qu'il faut améliorer, il n'y a en fait pas de financement. En revanche, il y a un sujet important. D'un point de vue pragmatique, vous avez sur la facture d'électricité une ligne qui pèse de plus en plus lourd, qui est ce qu'on appelle la CSPE, Contribution au service public d'électricité. C'est ce qui permet de financer notamment le renouvelable. Oui. Bon. Là-dessus, la commission des affaires économiques, avec la commission des finances, vont proposer une modification profonde de ce système qui ne peut pas perdurer. Actuellement, la facture d'électricité, qu'on le veuille ou non, est en train d'exploser à cause de la contribution. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Jean-Claude Lenoir, merci Michel Rivasi, merci Alina Chingot, merci Hervé Moret. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. À 22h, vous retrouvez Perrine Ternot et ses invités. Très bonne soirée à tous et à demain.